On est très heureux de vous recevoir à la Maison de la Méditation, qui est une maison ouverte par l'École occidentale de méditation il y a quelques mois maintenant, au printemps 2019. Et cette maison organise les vendredis soirs des rencontres pour recevoir des personnalités de différents horizons. On a déjà reçu des femmes et hommes de loi, on a reçu des historiens, des philosophes et des thérapeutes. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le docteur François Bourgognon. Alors, ces personnalités nous permettent d'une part de peut-être mieux comprendre le monde et la société dans laquelle on vit et de donner une autre perspective à notre pratique méditative qui soit vraiment en lien avec notre dimension d'humanité et puis aussi une dimension sociale, une dimension très, très ancrée dans notre quotidien, dans notre époque. Et puis en plus, le docteur François Bourgognon, qui est psychiatre, est aussi un pratiquant, est aussi quelqu'un qui connaît très bien la méditation et la mindfulness, puisque François est entre autres directeur de l'Institut Mindful France, qui a pour vocation de former le personnel de soins, de former les soignants à la méditation et à différentes approches méditatives. Mais je vais bien sûr laisser François nous en parler. Et puis, on est content de le recevoir aussi parce qu'il a sorti un livre que vous pourrez trouver en fin de soirée, un très chouette livre avec un très beau titre qui s'appelle « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé ». Donc voilà, ça c'est tout un programme. Je l'ai lu bien sûr avec beaucoup de plaisir et je trouve que la délicatesse dont fait preuve François dans cet ouvrage pour aborder des questions existentielles, fondamentales mais souvent occultées est assez remarquable. Donc je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est une configuration un peu particulière pour moi, parce que j'ai l'habitude de parler généralement debout, avec un diaporama, donc là je me sens un peu tout nu. Mais bon. Je vais commencer par remercier très chaleureusement Fabrice Midal, l'École occidentale de méditation, toutes les personnes qui m'ont accueilli, Marie-Laurence Catoire, qui m'a très chaleureusement accueilli. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. L'enjeu de cette soirée, c'est peut-être de vous présenter finalement comment on utilise la méditation dans un contexte de soins. Donc je vais beaucoup vous parler de ça. Et je vais surtout vous parler finalement du prolongement psychothérapique de l'approche méditative telle qu'on l'utilise actuellement. Je vais vous parler de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est en fait un modèle psychothérapique sur lequel je suis très spécialisé. Et donc je vais essayer de vous présenter un petit peu comment on aborde les difficultés psychologiques, émotionnelles à travers ce type d'approche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine du soin, déjà, la méditation, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on a des programmes tels que la méditation est utilisée en médecine et dans le domaine du soin, elle est surtout délivrée sous la forme de protocoles, de programmes, qui sont très structurés et qui se déroulent généralement en 8 séances. Alors les deux plus connus et les deux mieux validés, c'est le programme MBSR et MBCT. Je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas très bien ces programmes-là, qui n'ont jamais entendu parler? Oui, ok. Donc en fait, pour vous présenter en gros ces programmes-là, ça a commencé à se développer vraiment à la fin des années 70. Le premier programme, c'est 79, MBSR. Donc ça veut dire régulation du stress basée sur la mindfulness, la méditation. On dit de pleine conscience, mais nous, on préfère bien évidemment de pleine présence, parce que le terme de pleine présence ou de présence capte beaucoup mieux l'approche que le terme de pleine conscience. Mais bon, c'est le terme qui a été tout de suite utilisé, c'est celui de pleine conscience. Donc MBSR, ça veut dire régulation du stress basé sur la pleine conscience. Il a été développé en 79 par un médecin américain qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Et donc, en fait, son programme, il se déroule de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a une séance par semaine. C'est une séance qui est menée par 1 à 2 instructeurs qui s'adressent à un groupe d'une vingtaine de participants à peu près. C'est des séances qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et pendant ces séances, on va faire des exercices de méditation. Il y a une thématique qui est développée pendant chaque séance. Et ensuite, jusqu'à la séance d'après, on va demander aux participants de répéter quotidiennement les exercices qui ont été vus à la séance d'avant.
D'accord ? Et on fait ça pendant 8 semaines, donc pendant 2 mois. Ce qui veut dire qu'en gros, les participants s'engagent à méditer une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, tous les jours pendant 2 mois. Ce qui est quand même assez exigeant pour des personnes qui sont en difficulté au niveau de la gestion du stress, de la douleur chronique, de l'anxiété, et pour des personnes qui n'ont jamais médité. Mais bon, c'est comme ça que ça a été proposé au début. Et les premières études sont arrivées à peu près en 82, si je ne dis pas de bêtises, et on a vu que ça apportait des bénéfices tout à fait concrets dans des indications comme la régulation du stress et de la douleur chronique. Donc il y a eu un gros focus de la communauté médicale et scientifique sur ce programme-là, et on a commencé à tester le programme MBSR dans différentes indications, comme les troubles anxieux, les addictions, les troubles des conduites alimentaires. Et parce que ça joue vraisemblablement sur des mécanismes assez transversaux, on s'est rendu compte à chaque fois que ce programme apportait des bénéfices assez concrets. Et dans les années 90, il y a une deuxième équipe qui a été missionnée pour réfléchir à la question de la dépression récurrente. Alors ça, c'est vraiment mon domaine d'expertise, puisque je suis psychiatre, et la dépression, c'est vraiment un problème tout à fait majeur. En fait, c'est devenu le premier problème de santé publique au monde, la dépression. Et ça a dépassé les pathologies cardiovasculaires depuis à peu près 2 ans. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent que la dépression soit à ce point-là un problème, mais une des raisons fondamentales, c'est que la dépression est une pathologie particulièrement récidivante. Donc si vous prenez toutes les personnes qui ont fait une dépression dans leur vie, statistiquement, la moitié vont refaire une deuxième dépression. Et si vous prenez toutes les personnes qui ont fait 2 dépressions dans leur vie, statistiquement, les 3/4 vont faire une 3e dépression. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'embrasement qui fait que plus j'ai déprimé, plus je suis à risque de redéprimer, et ce, pour des raisons de plus en plus minimes. Donc si vous voulez, il y a un véritable enjeu à trouver des stratégies qui permettent aux personnes, aux patients qui ont fait des dépressions et qui en sont sortis, de se protéger, de se prémunir d'une récidive. Bon, je vous passe les détails pour l'instant, mais on pourra en rediscuter après. Mais cette équipe est arrivée à la conclusion que l'approche méditative était vraisemblablement un bon axe de travail. Et donc ils se sont rapprochés de Jon Kabat-Zinn et ils ont construit un deuxième programme qui s'appelle MBCT, pour thérapie cognitive basée sur la mindfulness, et qui est un programme en fait qui reprend la structure en 8 semaines, mais qui est combiné avec des outils issus des thérapies cognitives et centré sur la question de la dépression. Et donc, on a beaucoup de recul sur ce programme-là aujourd'hui. Il y a eu énormément d'études, parmi lesquelles certaines ont été publiées dans les plus grandes revues médicales. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus efficace au monde, si ce n'est le maintien des traitements antidépresseurs à dose efficace au long cours. Donc c'est aussi efficace que ça pour prévenir la rechute dépressive chez des personnes qui font des dépressions à répétition, ce qui est un résultat tout à fait spectaculaire pour une approche non médicamenteuse. En fait, ça fait aussi bien que les médicaments, en gros. Voilà. Et à partir des années 80, alors voilà, les programmes MBSR, MBCT, après il y a plein d'autres programmes qui se sont développés, qui sont centrés sur différentes indications. Et ces programmes-là, moi je les trouve excellents, mais ce sont des programmes qui sont somme toute assez exigeants, parce que tous les patients ne sont pas, entre guillemets, OK pour s'engager dans un tel niveau de pratique, en tout cas d'emblée. Et donc, si vous voulez, le canevas en 8 séances, il peut être parfois un peu contraignant, pour aborder des personnes dans un contexte de soins. Et c'est là où je trouve que la thérapie d'acceptation et d'engagement, dont je vais beaucoup vous parler maintenant, je trouve qu'elle apporte une souplesse, et elle permet de travailler et d'amener, elle permet à la fois de travailler sur des dimensions inhérentes à la pleine présence, sans avoir besoin nécessairement de passer par une pratique très formelle de la méditation. Et en même temps, elle permet aussi de mettre le pied à l'étrier sur la pratique méditative à des personnes qui ont besoin peut-être d'y venir plus progressivement que d'emblée à travers un programme en 8 semaines. Voilà. Et donc je trouve que ça induit à la fois de la souplesse et de la progressivité dans la façon dont on peut utiliser ce type d'approche dans un contexte de soins. Et donc moi je suis totalement convaincu par cette approche, et voilà, donc je vais vous en parler un peu. Alors comment ça a commencé la thérapie d'acceptation et d'engagement? En fait c'est un psychologue américain qui s'appelle Stephen C. Hayes, qui travaille dans le Nevada, en fait, qui est professeur à l'université du Nevada. Et donc les premiers travaux remontent à la première moitié des années 80. Et donc c'est un cognitivo-comportementaliste. Et donc les deux sources de l'acte, alors on dit ACT pour Acceptance and Commitment Therapy.
Donc on dit ACT, mais ça veut dire thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc quand je vous dis ACT, ça veut dire thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc les deux sources de l'ACT, ce sont les thérapies comportementales et cognitives et les pratiques méditatives d'origine bouddhiste. Moi, je fais une petite aparté, mais c'est pour que vous situiez un petit peu qui je suis. Moi, je suis cognitivo-comportementaliste et je suis vraiment venu à la méditation à travers ces approches-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'y intéresser vraiment à travers le programme MBCT et à travers l'approche ACT, c'est-à-dire vraiment pour l'intérêt psychothérapique. Et c'est pas du tout parce que je nourris un attrait particulier pour les philosophies orientales ou bouddhistes. Au départ, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, j'y suis vraiment venu pour les aspects psychothérapiques et techniques. Voilà. C'est juste une aparté. Voilà. Et donc, Stephen C. Hayes, il a fait ses travaux et il a proposé un modèle. Et le livre qui présente le modèle est sorti en 1999, en langue anglaise. Et depuis 1999, en fait, il y a plus de 900 articles maintenant qui ont été publiés dans des revues médicales, c'est-à-dire des revues scientifiques avec des comités de relecture. C'est-à-dire, ce n'est pas des revues grand public, c'est vraiment des revues scientifiques. Et donc, on a cette culture-là aussi, c'est parce qu'on est dans la famille, vraiment dans la famille des thérapies comportementales et cognitives, on a cette culture d'essayer en permanence de tester, de valider les outils au moyen, en faisant des recherches. Voilà. Et donc, en fait, cette approche a montré qu'elle était efficace dans la plupart des troubles psychologiques. Donc, on va retrouver un bon niveau d'efficacité dans tout ce qui est troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles addictifs, troubles des conduites alimentaires, même certains troubles psychotiques, et des troubles de la personnalité, comme la personnalité borderline, qui est une personnalité qui est particulièrement marquée par des dimensions d'impulsivité. Et puis aussi dans d'autres champs de la médecine, comme la douleur chronique, tout ce qui est gestion du stress au travail, et puis tout ce qui est gestion de la détresse face à la maladie chronique. Actuellement, en fait, en médecine, on a énormément de pathologies chroniques, et tout l'aspect de gestion du stress et de la détresse face à la maladie est un aspect particulièrement important. Voilà. Donc on a des bons niveaux d'efficacité dans tous ces champs-là. Alors, la thérapie d'acceptation et d'engagement, elle gravite autour d'un principe central qui est le suivant. Au lieu de s'épuiser à essayer en vain d'échapper à sa propre expérience, il convient d'embrasser l'inconfort d'exister et de dégager cette énergie pour la mettre au service de ce qui compte réellement pour soi. Autrement dit, plutôt que de chercher en permanence à échapper à ce qu'on vit et à ce qu'on ressent, et souvent d'obtenir le contraire, parce que c'est ce qu'on dit, c'est que personne court assez vite pour échapper à ce qu'il vit, eh bien, il y a peut-être mieux à faire de notre énergie, et ce mieux à faire, c'est de la mettre au service de ce qui donne du sens à notre vie. Et donc d'embrasser l'inconfort d'exister, donc l'inconfort qui s'impose à nous. Parce que, et ça c'est important de le poser d'emblée, les émotions inconfortables font partie du fonctionnement psychologique normal. C'est pas agréable, mais c'est tout à fait normal que l'on soit en mesure de ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur. Ça a une valeur adaptative, et c'est pas pour rien que l'évolution a sélectionné chez nous notre capacité à ressentir ces émotions-là, c'est bien que ça nous sert à quelque chose. Alors moi j'aime beaucoup la métaphore qui consiste à rapprocher les émotions de voyants sur le tableau de bord d'une voiture. On dit que quand les voyants s'allument sur le tableau de bord d'une voiture, le problème c'est pas que les voyants soient allumés en soi. Donc la bonne stratégie, bien évidemment, c'est pas de débrancher le fil de l'ampoule pour les éteindre. D'accord ? En fait, la bonne stratégie, c'est de prendre en compte l'information qui nous est délivrée par les voyants et d'agir en conséquence pour éviter de casser le moteur ou de tomber en panne. Et nos émotions, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est comme des voyants, c'est-à-dire elles nous informent sur ce qu'on vit et elles ne sont pas un problème en soi. Mais dans la mesure où elles sont souvent désagréables, on a tendance à les considérer comme le problème en soi et on a tendance à vouloir s'en couper, à vouloir débrancher le fil de l'ampoule. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Puisque si on fait ça, on se coupe d'une information précieuse et on risque de s'abîmer. Donc ça c'est très important. Un des premiers points à poser, c'est normal de ressentir de l'inconfort. Ça fait partie du fonctionnement psychologique normal. Et c'est surtout inévitable. Pourquoi ? Parce que quand on est un être humain, on va être confronté nécessairement au cours de sa vie à des malheurs inévitables.
à des accidents, à des maladies, à des ruptures, et puis à la seule expectative dont on puisse être absolument certain, c'est-à-dire celle de notre propre mort. Il suffit de considérer la question du deuil et de la mort pour couper court à toute discussion, c'est-à-dire on va tous être confrontés à ça, personne n'y échappera. Donc, une fois qu'on a posé ça, on en arrive à la conclusion que de souffrir, la souffrance, en fait, c'est inhérent à la condition humaine elle-même. On ne peut pas y échapper. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de chercher à y échapper, alors qu'en fait, on ne peut pas y échapper. En fait, c'est ça le point de départ. Vous comprenez ? Et donc, l'idée, c'est de dire que plutôt que de chercher en permanence à échapper à de l'inconfort qui s'impose à nous, eh bien, il y a mieux à faire que ça. Voilà. C'est-à-dire, on chemine vers cette question qui est « et si nous valions finalement mieux que le confort ?» Quand on demande en fait à nos aînés, sur leur lit de mort, quels sont les plus grands regrets dans leur vie, une des réponses qui revient le plus souvent, c'est « j'aurais dû me donner les moyens d'être plus heureux ». Voilà. Entendu comme la prise de conscience sur son lit de mort que d'être heureux, c'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y engage activement, et ça ne tombe pas dessus par hasard. Et qu'en fait, il y a une grande différence entre être confortable et être heureux. Et que ce qui a beaucoup commandé l'existence, finalement, c'était surtout la recherche de confort. Mais en fait, cheminer vers l'accomplissement, ou vers quelque chose d'heureux, entre guillemets, ça impose qu'on soit en mesure, de façon totalement incompressible, d'embrasser une certaine dose d'inconfort. Et ça, il y a une métaphore qui le capte parfaitement, qui est la métaphore qui consiste à vous représenter que vous êtes alpiniste. Alors, il faut que vous imaginiez que vous êtes alpiniste, voilà, c'est votre vie. Et donc voilà, et il y a une montagne à l'autre bout du monde que vous avez toujours rêvé de gravir. Et vous connaissez tout sur cette montagne, vous avez tout lu, voilà, et arrive enfin le moment où vous pouvez faire le voyage et vous pouvez aller faire cette ascension. Alors, vous prenez l'avion et vous arrivez au pied de la montagne. Alors là, c'est une grande surprise pour vous parce que jamais personne vous en avait parlé, et c'était écrit nulle part, mais la montagne, elle est cerclée par des marécages. Et vous faites tout le tour, il n'y a pas moyen d'y couper, elle est cerclée par des marécages. Et là, vous avez seulement deux options. C'est soit vous êtes commandé par le confort, et vous faites demi-tour parce que vous ne voulez pas vous mouiller, soit vous acceptez de traverser les marécages, pas parce que ça vous éclate, mais parce que c'est un inconfort incompressible pour pouvoir aller faire cette ascension qui est importante pour vous, qui donne du sens à votre vie. Et si on y réfléchit bien, en fait, il y a beaucoup de situations dans notre vie qui se posent de cette façon-là. On a simplement le choix entre le confort, qui n'est pas tout à fait confortable, hein, parce qu'à court terme, ça fonctionne, mais à moyen et à long terme, on se prive de choses qui nous nourrissent, et au final, on se prend quand même de l'inconfort. Donc on a simplement le choix entre le confort ou l'accomplissement. On ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est un piège, et c'est un piège absolu, c'est de penser qu'on peut tout avoir. Et le confort et le bonheur. Et pourquoi c'est un piège ? Parce qu'on commence d'abord par s'assurer de son confort, et après on ne peut plus bouger, on est figé. Voilà, donc c'est vraiment partir de ce postulat-là. Ça va, ça vous paraît clair ? Ouais ? Très bien. Voilà, et ça c'est vraiment le point de départ de l'acte. C'est vraiment le point de départ de l'acte, on pose ça. Et c'est un renversement total de paradigme. Total de paradigme, parce qu'on n'est plus du tout sur une recherche de résolution de la souffrance. On n'est plus du tout en train de considérer que le but de la thérapie n'est plus de souffrir. En fait, le but de la thérapie est de se positionner habilement vis-à-vis de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, même si c'est désagréable, et de pouvoir agir en direction de ce qui compte et de ce qui nous importe, et en direction de l'accomplissement. Ce n'est pas du tout le même point de départ que la logique habituelle. Et ce renversement de paradigme-là, il est totalement salvateur, de mon point de vue. Je pense du vôtre aussi, ça m'étonnerait, parce qu'on est quand même à la maison de la méditation. Mais bon, c'est possible qu'il y ait des opposants, hein, mais il est salvateur, et l'idée n'est peut-être pas nouvelle, mais dans le contexte de l'époque actuelle, il a quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors l'acte, voilà, ça va combiner des outils issus des pratiques bouddhistes. Je vais vous montrer un petit peu comment on travaille, de l'activation comportementale, donc ça vient du référentiel de la thérapie comportementale et cognitive, et puis de ce qu'on appelle aussi des méthodes qui sont issues de la nouvelle analyse et des nouvelles conceptualisations autour du langage et de la cognition. Donc c'est une théorie qui s'appelle la théorie des cadres relationnels, qui est une théorie finalement assez complexe. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce qu'en fait, c'est comme si je vous disais pour une tablette informatique, pour vous en servir, c'est très intuitif, et il n'y a pas besoin
besoin de savoir faire du programme. Voilà, il n'y a pas besoin d'être programmateur. Vous voyez. Le programme à l'intérieur est très compliqué, mais l'outil en lui-même, il est maniable. Ben, c'est un peu la même idée. La théorie des cadres relationnels, elle est complexe, mais la thérapie d'acceptation et d'engagement, elle est maniable. Voilà. Mais bon, c'est une théorie qui permet de rendre compte quand même de quelque chose de très important. C'est que c'est du fait que certaines pensées, certaines images peuvent acquérir les mêmes fonctions que des expériences directes. C'est-à-dire, si vous faites l'expérience directe d'un fruit mûr, ça va vous faire saliver. Et si vous faites l'expérience directe d'un fruit trop mûr, ça va vous lever le cœur. Et après, le simple fait de penser à un fruit mûr, ça peut vous faire saliver. Et le simple fait de penser à un fruit trop mûr, ça peut vous lever le cœur. C'est-à-dire que les pensées peuvent acquérir les mêmes fonctions que l'expérience directe. Et ça, donc ça c'est quelque chose qu'on observe, mais c'est quelque chose qu'on peut expliquer avec des théories. C'est ce qu'explique la théorie des cadres relationnels. Et une des conséquences significatives au niveau clinique, c'est que nous, on a tendance, au premier niveau, à confondre nos pensées avec la réalité. Et puisqu'elles ont la même fonction, on a tendance très vite à les acheter comme des vérités absolues. Donc un des enjeux forts de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ça va être de remettre les pensées à leur place de pensée. Là, vous voyez bien que l'approche méditative peut être très utile aussi dans cette perspective-là. Et donc on va beaucoup travailler avec des exercices et des métaphores. Des exercices et des métaphores, c'est-à-dire qu'en fait, vu que l'enjeu c'est de dire les pensées, ce ne sont que des pensées, plutôt que d'expliquer aux gens, on va essayer de les amener à le capter par autre chose que du langage. En fait, l'idée, c'est de ne pas dire aux gens « n'achetez pas vos pensées, mais achetez les miennes ». Vous voyez ? Donc là, l'idée, c'est plutôt « n'achetez pas vos pensées et revenez à l'expérience ». Et revenez à l'expérience. Donc pour ça, on parle de pédagogie expérientielle. Et c'est bien de ça dont il s'agit aussi quand on fait de la méditation. C'est qu'on apprend à sortir du langage, de l'intellect, de la conceptualisation, pour nous reconnecter avec l'expérience directe et cette capacité d'apprendre par autre chose que du langage. Par l'expérience. C'est une façon très très forte d'apprendre. Moi j'aime bien dire que si je devais vous apprendre à nager, je pourrais vous mettre des diapos pendant des journées entières, et à un moment ça ne vaut pas d'aller dans l'eau. Hein, parce que par l'expérience, vous allez capter des choses qui sont impossibles à transmettre par le langage. C'est une façon d'apprendre qui est très forte, l'expérience. Et donc pour faire des expériences aux gens, on leur fait faire des exercices et des métaphores. Et on va beaucoup travailler avec ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir travailler aussi sur des dimensions inhérentes à la pleine présence, sans avoir besoin de passer nécessairement par des pratiques de méditation très formelles, mais simplement proposant des exercices et des métaphores. De mon point de vue, rien ne vaut la pratique. Mais n'empêche que, si on est en face de personnes qui ne veulent pas pratiquer, on peut travailler. Et c'est là où les outils de l'acte sont intéressants. Alors, on va travailler en 6 dimensions. Vous allez voir, ça paraît complexe, mais en fait, c'est assez simple. Il y a une dimension de contact avec l'instant présent, une dimension de soi comme contexte, une dimension d'acceptation, une dimension de diffusion, une dimension de valeur et une dimension d'action engagée. Bon, ça c'est pour vous faire le catalogue. Mais en gros, ces 6 dimensions, on peut les classer en 3 axes. Le premier axe, c'est un axe de pleine présence qui nous permet de développer notre capacité à observer ce qui se passe ici et maintenant, à la fois à l'extérieur de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. On développe les capacités d'observation. Ensuite, il y a un axe qui va contenir ce qu'on appelle la diffusion. La diffusion, c'est notre capacité à remettre nos pensées à leur place de pensée. Et l'acceptation, c'est notre capacité à faire autre chose que de chercher à fuir en permanence ce qu'on ressent. Donc ça va nous permettre de diminuer les évitements. Et enfin, le troisième axe, c'est les valeurs et l'engagement dans l'action, c'est-à-dire d'arriver à définir ce qui est le cœur de ce qui donne du sens à notre vie et de libérer notre énergie et de la mettre au service d'actions concrètes qui sont en phase avec nos valeurs. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend aux gens à bien observer ce qui se passe, à arrêter de chercher en permanence à acheter leurs pensées et à échapper à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ressentent, et à mettre leur énergie au service de ce qui compte pour eux. Vous voyez, en fait, c'est assez simple. C'est sortir de la logique du confort et de l'évitement permanent, du brouillard qui est induit par le langage, et de mettre son énergie au service de ce qui donne du sens à notre vie. Voilà, on travaille là-dessus. Et donc, on va travailler en 6 dimensions. Et en fait, il y a 4 dimensions qui sont déjà travaillées quand vous méditez de façon formelle. C'est le contact avec l'instant présent, le soi comme contexte, l'acceptation et la diffusion.
Donc en fait, et ça aussi c'est un des intérêts majeurs de la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est qu'elle va faire le focus sur ce qu'on appelle les valeurs et l'engagement dans l'action, c'est-à-dire vraiment notre moteur interne. Et voilà, une fois que j'y vois clair et que j'ai libéré de l'énergie, la question qui vient, c'est au service de quoi je la mets. Voilà, et donc ça, il y a ce focus-là qui est très intéressant sur le système de valeurs. Donc là, je vais commencer simplement par vous parler de présence, mais la présence, je pense que vous connaissez tous pour la plupart, c'est-à-dire on peut utiliser des techniques très formelles de méditation qui consistent à se centrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Alors, nous, on parle de mindfulness, c'est-à-dire vraiment cet apprentissage qui consiste... Il faut voir que nous, en médecine, on entend la méditation comme un entraînement attentionnel. C'est même l'entraînement attentionnel par excellence. On l'a totalement désenrobé de tout rationnel philosophique, spirituel, et on a gardé uniquement l'aspect technique et l'aspect entraînement de l'attention. Et on essaye d'avoir des pratiques assez pures, dans le sens où on va essayer de privilégier le contact, l'entraînement de l'attention sur l'expérience directe, en essayant de s'affranchir au maximum d'opérations mentales et d'utilisation de représentation et d'imaginaire. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'apprendre à réguler, stabiliser notre attention et d'observer ce qui se passe en nous. C'est vraiment ça en fait qu'on va travailler au départ. Donc, et alors, au début de l'apprentissage, on travaille sur des techniques d'attention focalisée, qui confinent à ce qu'on appelle des méditations dites de concentration, qui ne sont pas de la pleine présence à proprement parler, mais qui préparent le terrain pour aborder dans un deuxième temps des états de conscience qui sont plus ouvertes et qui consistent, là qui se rapprochent de ce qu'on appelle la pleine présence ou de la mindfulness ou de la pleine conscience, comme vous voulez, à proprement parler, qui consiste à observer ce qui se passe à la fois à l'extérieur de moi et aussi à l'intérieur de moi, c'est-à-dire l'instant présent et mon expérience de l'instant. Et mon expérience de l'instant, on peut décrire 3 grandes dimensions que sont les pensées, les émotions et les sensations. C'est une expérience humaine, on décrit 3 dimensions, pensée, émotion, sensation. Donc je vais observer ce qui se passe à l'extérieur de moi et ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi, pensée, émotion, sensation. Et l'idée étant d'avoir une idée à peu près claire de qui se met où dans le panorama. Et de ne pas tout compacter, tout collusionner. En thérapie ACT, on peut passer par ce type d'exercice-là, mais on va aussi beaucoup travailler en fait, sur l'observation de l'expérience pendant que ça se joue en entretien. Par exemple, quand quelqu'un va nous exprimer une émotion, et par exemple va toucher un point sensible, et va se mettre à pleurer, par exemple. Alors ça, moi je suis psychiatre, donc si vous voulez... ça pleure beaucoup. On a un budget mouchoir en psychiatrie. Et donc les émotions, c'est quand même notre spécialité. Et les gens viennent aussi en grande partie pour mettre des mots sur leurs émotions. Mais souvent intuitivement, ce qu'on voit de façon assez automatique, c'est que quand une personne touche un point sensible et qu'elle commence à être émue et qu'elle se met à pleurer, on voit qu'assez rapidement, elle essaye de passer à autre chose. Et on voit bien que nous, on a tendance à vouloir aussi qu'elle passe assez vite à autre chose. Et là, tout l'enjeu, c'est aussi de dire stop, là il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer, il y a quelque chose qui vous touche. Je vois que vous êtes ému. Est-ce qu'on peut faire juste un arrêt, là, maintenant, tout de suite, et que vous me décriviez ce qui est en train de se passer en vous ? Est-ce que vous pouvez me dire en termes de sensations, comment ça se passe, en termes de pensée, comment vous qualifieriez cette émotion ? Est-ce que vous pouvez juste rester un temps avec ça, juste respirer avec ça ? Voilà. Et en fait, quand on fait ça, en fait, on est en train d'entraîner un processus méditatif, mais sans passer par une pratique assise, formelle. On reste dans l'échange, mais on accompagne la personne à porter de l'attention à ce qui se passe en elle. C'est pour vous donner des pistes de comment on va travailler. Après, on demande aussi, alors ça c'est très, très thérapie comportementale et cognitive classique, on va demander par exemple aux personnes de noter leur expérience dans un carnet. C'est-à-dire quand vous êtes touché par quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, notez dans un carnet c'est quoi vos pensées, vos émotions, vos sensations. Donc c'est un entraînement aussi à se porter de l'attention dans les moments et à porter de l'attention à son expérience pour pouvoir la noter. Bon, voilà, c'est des exercices un peu plus informels. Et puis on va pouvoir travailler aussi avec des exercices formels. Je vous disais au début de l'apprentissage, on commence par des exercices d'attention focalisée. Bon, l'exercice d'attention focalisée par excellence, quand on pratique la méditation, au début de l'entraînement, c'est, donc on dit attention, méditation avec objet. Alors là, l'objet, ça va être la respiration.
Et focaliser, c'est-à-dire qu'on va observer notre respiration à un point précis de notre corps. Pendant la méditation, on va guider, on va passer en revue les différents spots d'observation, le ventre, le thorax, les narines. Et puis on va demander aux personnes de choisir l'endroit où ils perçoivent le mieux leur respiration, de porter leur attention à cet endroit-là, de ne plus bouger. Et d'observer leur respiration. Ça, c'est vraiment les exercices au tout début de l'apprentissage. Quand vous cherchez à porter attention à votre respiration, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, votre esprit vagabonde. C'est ce que tout le monde observe, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Alors il y a beaucoup de gens qui se découragent de méditer, partant de l'idée que c'est pas pour eux parce qu'ils vagabondent, et donc ils se disent « j'y arrive pas, c'est pas pour moi ». Or, observer que l'esprit est vagabond, c'est au cœur même du processus méditatif. C'est exactement ça qu'on cherche au tout début, on prend conscience de ça. Et il y a un cycle cognitif, alors même qui a été démontré en neuroimagerie, parce que vous savez alors ça aussi, ça intéresse beaucoup les neuroscientifiques, c'est de voir ce qui se passe dans le cerveau des méditants. Bon, sur ces méditations-là, on voit très très clairement, on est sur la respiration, puis il y a un vagabondage qui nous emporte, puis à un moment, on prend conscience du vagabondage, on détache notre attention du vagabondage et on la réoriente sur notre respiration. Il y a ce cycle qui se met en place, et si ça se passe 40 fois, 40 fois on fait ça. Et au début, c'est ça la méditation. En tout cas pour nous, dans un contexte de soins. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? On apprend à orienter et stabiliser notre attention, mais on prend conscience aussi du fait que notre esprit a des mouvements automatiques qui lui sont propres. Et on apprend à prendre conscience de ça, à repérer ces mouvements automatiques et à pouvoir faire autre chose que d'en être le jouet, en revenant à la respiration. Et on revient, et on revient. On commence à s'éclairer sur les automatismes de notre esprit. Et donc du coup, on commence à pouvoir faire autre chose que d'être complètement fusionné avec ça et chahuté par ça. Et donc on commence là à glisser vers l'idée que, effectivement, nos pensées automatiques ne sont que des pensées. Et là, alors je disais, on fait des exercices, et là on glisse vers cette notion de diffusion, de remettre les pensées à leur place. Cette notion de... Alors je vous disais, on travaille avec des exercices, on travaille avec des métaphores. Moi, une métaphore que j'adore sur la diffusion, c'est... Alors c'est pour ça, je vous ai fait des métaphores, mais je vais vous en donner, parce que c'est une des forces de cette approche aussi, c'est de proposer plein de métaphores pour éclairer sur le fonctionnement de l'esprit. Alors vous allez voir, on est bien en Occident, enfin en tout cas dans une logique en tout cas actuelle, c'est de dire que c'est la métaphore du GPS, et qui consiste à dire en fait que le mental, l'esprit humain, fonctionne un peu comme un système GPS. Alors, je pense que vous connaissez tous les systèmes GPS, donc c'est des systèmes qui sont formidables, et si vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous rentrez l'adresse dans le système GPS, le système calcule, et puis ensuite il y a une voix qui vous guide. Et la voix vous dit, au prochain rond-point, vous prenez à droite, et puis là, vous tirez tout droit, et puis au prochain carrefour, vous prenez à gauche, etc. Et c'est super, et ça marche très bien. Et la plupart du temps, ça marche même très très bien, et on arrive à destination, et c'est super. Mais une fois de temps en temps, on voit bien que le système GPS, en fait, il n'a pas intégré que les routes avaient changé, ou qu'il y a des travaux, et que si on l'écoute, on va faire une faute, ou on va finir au milieu d'un champ, ou voire même plus grave, on va se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On sort du discours du GPS, on reprend contact avec la réalité environnante, on choisit notre chemin en cohérence avec ce qui nous semble être la bonne direction pour aller là où on veut aller, et pendant ce temps-là, le système GPS, il nous dit « faites demi-tour, faites demi-tour, faites demi-tour ». Et nous, on fait quoi ? On n'écoute pas. On n'écoute pas, on laisse le truc recalculer, et on s'oriente. Et puis à un moment, le système recalcule, ça se remet en phase avec ce qu'on observe, et on peut à nouveau faire le choix d'écouter le GPS, et on arrive à destination. Et la grande vérité, c'est qu'on peut faire exactement pareil avec le bavardage incessant de notre esprit. Et la plupart du temps, ça nous donne des indications assez justes sur ce qu'on vit, mais de temps en temps, et on le voit bien, de temps en temps, ça nous raconte n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et donc, on peut faire exactement pareil qu'avec le système GPS. Dans ces moments-là, on peut se dégager de ce que nous raconte notre tête, on peut reprendre contact avec la réalité environnante et s'orienter indépendamment de ce que nous raconte notre tête. C'est ça la diffusion. D'accord ? Et il y a de fortes chances pour que quand on fasse ça, notre tête nous dise qu'elle a raison et qu'il faut faire demi-tour. Mais on peut ne pas écouter. Voilà.
Après, il y a des exercices aussi qu'on peut proposer. Alors, ça, c'est pour vous donner des pistes. C'est difficile pour moi de vous donner toutes les clés comme ça sur la base d'une conférence, mais pour que vous ayez un peu des idées. Par exemple, on va utiliser des exercices. Il y a un exercice qui est très simple, en fait. Par exemple, il est tout à fait possible d'avoir la pensée en tête « je ne peux pas lever la main » et de lever la main en même temps. Vas-y, faites l'essai, vous allez voir. Essayez de faire venir la pensée très clairement « je ne peux pas lever la main » et lever la main en même temps. Vous voyez ? Très bien. C'est curieux, hein ? Ça donne une impression un peu curieuse, mais c'est jouable. C'est-à-dire, je peux faire autre chose que d'acheter ma pensée. En fait, c'est moi qui décide, c'est pas ma pensée. On pourra en reparler, hein, parce qu'il y a des personnes qui me disent « oui, non, mais la pensée, ça correspond bien à quelque chose ». Mais on pourra en reparler. Ça va, jusque-là ? Avec la diffusion, on travaille l'acceptation. L'acceptation, c'est une dimension fondamentale. Moi, je crois que, alors pour vous parler de mon expérience à moi, je crois que c'est ce qui a radicalement changé ma vie, c'est cette notion-là. Et vraiment, c'est vraiment là que moi j'ai vraiment totalement basculé dans ce type d'approche, parce que j'ai vu à quel point c'était opérant à titre personnel, et je vois aussi à quel point c'est opérant dans le cadre de thérapie. Mais en psychothérapie, le terme accepter, il est particulièrement difficile à manier. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce que les gens entendent quand on leur parle d'accepter, c'est se résigner, baisser les bras ou être d'accord avec. Et d'ailleurs, c'est des acceptions du mot. Hein. Quand vous prenez le dictionnaire et que vous regardez les définitions du mot accepter, il y en a plein. Et dedans, on va retrouver se résigner et être d'accord avec. Hein, si j'accepte, c'est que je suis d'accord. Ou si j'accepte, c'est que je baisse les bras. Alors bien évidemment, dans un contexte de soins, par rapport à la douleur, la souffrance, bien évidemment, par rapport à la maladie, c'est pas du tout dans une logique de baisser les bras ou d'être d'accord avec qu'on va utiliser le terme accepter. Et en fait, étymologiquement, accepter, ça vient du latin accipere, qui veut dire recevoir avec égard et accueillir. Et en fait, même étymologiquement, on va retrouver quelque chose de profondément actif, en fait, dans cette notion-là. Et le terme d'accueil, je trouve qu'il parle probablement mieux que le terme d'accepter, accueillir. Et en fait, ici, il faut l'entendre, pour faire simple, il faut l'entendre comme faire avec ce qui ne peut être évité ou changé. Voilà, faire avec ce qui ne peut être évité ou changé. Et en fait, il y a un scoop là-dedans, hein. C'est qu'en fait, dans notre vie, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Et qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est aussi simple que ça. Et là, à nouveau, il y a une métaphore qui, moi, je trouve très opérante pour expliciter la notion d'acceptation. C'est la métaphore qui consiste à vous représenter que vous êtes parti à la plage, et donc vous avez trouvé votre plage, vous allez vous baigner, et puis à un moment, vous êtes un peu au large, et puis à un moment, vous voulez revenir sur votre plage, et puis un courant plus fort que vous qui vous emporte. Et là, vous avez plusieurs options. Alors, premier réflexe, c'est un réflexe de lutte. Mais si je nage de toutes mes forces contre un courant plus fort que moi, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais dépenser une énergie folle pour faire du surplace, et puis à un moment, je vais m'épuiser, puis je vais couler. Donc ce n'est pas la bonne stratégie. Et puis une autre façon de répondre à ça, ça serait de se dire, puisque je ne peux pas aller là où je veux, alors ça ne sert à rien de se battre, donc je baisse les bras. Ce qui là est une attitude de résignation passive. Et je me fais emporter par le courant, et je risque d'arriver au milieu de nulle part et de couler également. Et en fait, il y a une troisième option, et qui est la seule opérante dans ce type de situation-là, c'est celle de l'acceptation active, qui consiste à se dire « Ok, le courant est plus fort que moi et je ne peux pas retourner sur ma plage. Mais en faisant corps avec le courant, et en mettant mon énergie au bon endroit, je vais peut-être pouvoir courber la trajectoire pour arriver quelque part. Pas là où je voulais au départ, mais au moins quelque part. Et peut-être que dans un deuxième temps, je vais pouvoir rejoindre ma première plage. Et peut-être même, qui sait, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose de bien, de ne pas être arrivé tout de suite là où je voulais. Ou pas. Mais de toute façon, au moment où le courant m'emporte, il n'y a pas plus opérant que de faire corps avec le courant. C'est le seul moyen que j'ai de tirer mon épingle du jeu. Et c'est cette notion-là, en fait, cette dimension-là qu'on va chercher à travailler et à entraîner avec les patients. Donc avec des exercices et des métaphores, dont cette métaphore-là qui, moi, me parle particulièrement. Après, il y a tout un ensemble de métaphores. Hein. On peut utiliser des métaphores avec la météo, avec la voile. Moi, je suis du Sud au départ, donc j'aime bien les métaphores avec la voile. Voilà. Et l'acceptation, elle va se jouer à deux niveaux. Hein. Elle se joue à la fois sur la réalité qui s'impose à moi, hein, et à laquelle je ne peux pas échapper. Et le deuxième niveau, c'est les émotions que la réalité suscite en moi.
C'est-à-dire que c'est normal aussi à un moment de ressentir de l'inconfort quand je vis quelque chose d'aversif. Et donc le premier point de départ pour pouvoir agir, c'est déjà de ne pas refuser ça. Parce que sinon, je suis simplement commandé par l'évitement. Donc ça se joue vraiment à ces deux niveaux-là. Et le prototype, en fait, le prototype de la situation dans laquelle la notion d'acceptation, je la trouve vraiment pertinente, en tout cas pour expliquer dans un contexte de soins, c'est la douleur chronique. Parce qu'une douleur chronique, c'est une douleur qui, quoi que vous fassiez, elle est là. Vous avez beau prendre des traitements, vous avez beau faire des examens complémentaires, tout ce que vous voulez, la douleur, elle est là. Sinon, on ne parlerait pas de douleur chronique, en fait. À partir du moment où c'est chronique, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à la traiter, quoi. Enfin, il y a une part qui échappe. Il y a une part qui échappe. On arrive peut-être à la soulager en partie, mais il y a une part qui échappe. Et alors, quand vous souffrez de douleur chronique, moi, j'aime bien représenter la douleur par mon point nu. Donc ça, c'est la douleur chronique. Quand vous souffrez d'une douleur chronique, assez spontanément, ce qui va se passer, c'est que tout votre mental va se focaliser sur la douleur, va se rétrécir sur elle, et toute votre énergie en interne va partir au combat contre elle, avec tous ces mouvements du style j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, mais c'est pas possible que j'ai autant mal, et avec tous les médicaments que je prends, et je vais pas pouvoir le supporter encore très longtemps. Vous voyez, donc, tout ce type de mouvement cognitif, et avec toutes les émotions qui vont avec, de révolte, d'angoisse, de désespoir, qui bien évidemment ne viennent pas du tout résoudre la douleur, puisque la douleur n'est pas un problème logique. Je veux dire, notre mental n'est pas le bon outil pour résoudre ça, c'est une sensation. C'est pas... donc bien évidemment, on n'y arrive pas, et ça vient enrober la douleur initiale d'une couche de souffrance surajoutée. D'accord ? Et on est pris là-dedans, convaincu que... qu'il faut continuer là-dedans, parce que c'est ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. On nous dit quand ça ne va pas, il faut se battre. Donc on est là-dedans, et convaincu qu'il faut... Et plus on se bat, plus on se tire une balle dans le pied, quoi. On utilise la métaphore des sables mouvants. On va dire que... imaginez que vous soyez dans le désert, et puis vous commencez à vous enfoncer dans les sables mouvants. Premier réflexe, c'est un réflexe de se débattre. Et en se débattant dans les sables mouvants, qu'est-ce qui se passe ? On s'enfonce. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà tombé dans les sables mouvants ici ? C'est ça qui est formidable, c'est que tout le monde connaît le truc. Et plus vous vous débattez, plus vous enfoncez. Et alors imaginez, vous êtes dans les sables, vous vous débattez, vous enfoncez, vous paniquez complètement. C'est quoi la première idée qui vous vient ? Moi je vais vous dire, c'est pas que vous vous trompez de stratégie. La première idée qui vous vient, c'est que vous ne vous débattez pas assez fort. Et c'est comme ça qu'on peut s'enfermer dans des stratégies de lutte totalement contre-productives en étant convaincu que c'est la voie. On s'abîme. Il n'y a personne pour nous dire stop, arrête de bouger, ne bouge plus. Fais corps avec la boue. Il n'y a que comme ça que tu vas en sortir. Pas du tout intuitif. C'est pas du tout. On a besoin d'apprendre ça. D'accord ? Bon, donc qu'est-ce qu'on fait en méditation ? Ou en thérapie ACT, c'est qu'on va essayer d'apprendre à se rapprocher de la douleur dans une posture aconflictuelle. C'est-à-dire on essaye d'entrer en amitié avec elle. Et une fois qu'on l'a, si je puis dire, un peu apprivoisée. Donc ça permet de faire quoi ? Alors, je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais... Bon, j'accueille. Je continue ? Ouais, ok. Et donc, je reviens sur mon histoire de douleur. Donc, ça permet de faire ça permet de la désenrober de la couche de souffrance liée à la lutte. D'accord ? On est juste avec elle. Déjà, c'est un bénéfice assez fort. Et ensuite, on va travailler à élargir le champ de notre attention à une expérience plus vaste. Donc, ça permet ensuite de l'intégrer dans une expérience plus vaste et d'obtenir un effet de dilution. On va jouer sur des stratégies à la fois d'approche, d'accueil et d'intégration de la douleur dans une expérience plus vaste. Ce qui permet d'obtenir des améliorations parfois spectaculaires des scores de douleur chez des personnes chez qui plus rien ne marche. Et la logique qu'il y a derrière ça, c'est de faire une place à la douleur pour que la douleur ne prenne pas toute la place. Ou autrement dit, une fois que j'ai fait de la place à ce qui me déplaît, je peux commencer à faire de la place au reste. Ce qui est en rupture totale avec le logiciel médical habituel. Où on est dans une logique où, tant qu'il y a de la douleur, on se bat, et si on a encore, on se bat encore, et si on a encore, on y va au napalm.
Là, on est vraiment sur un renversement total d'approche, qui est de faire une place pour pas que ça prenne toute la place. Et plus ce que vous vivez, alors je pense sur le plan médical, mais dans votre vie en général, plus ce que vous vivez est dur, est insoluble, est désespéré, plus c'est opérant. Plus c'est opérant. Voilà, ça c'est pour l'aspect acceptation. Les valeurs. Je change de chapitre. Donc là, je vous ai parlé en gros de présence, pour développer l'observation, de mise à distance des pensées et d'entraîner ses capacités à faire avec ce qui est là. Voilà. Avec ce qui ne peut être évité ou changé. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas résoudre ce qui est soluble. Je dis qu'il faut savoir faire autre chose que de se battre quand on est confronté à quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Voilà. Et c'est pas pour rien. Et je pense que ça fait bien résonance aussi avec le contexte de l'époque actuelle, où on a le sentiment que tout est sous contrôle. Mais rien n'est sous contrôle. Le monde est chaotique. Le monde est chaotique. Et on devient dingue parce que, en fait, tout n'est pas sous contrôle, mais on est convaincu que tout devrait l'être ou que tout l'est. Voilà. Et donc le dernier aspect de la thérapie, ça va être de préciser ce qu'on appelle les valeurs et de pouvoir donc identifier quel est notre moteur interne, ce que nous portons en nous, ce qui donne du sens à notre existence, notre boussole, et ensuite de mettre notre énergie au service d'actions concrètes qui vont dans ces directions-là. Les valeurs, alors ce qui est important de comprendre déjà, c'est la distinction qu'on fait entre valeurs et objectifs. Parce qu'on parle beaucoup d'objectifs dans notre société actuelle. Avoir des objectifs, finalement, c'est presque comme si ça allait de soi dans le contexte d'une vie réussie. Dans la vie, il faut se mettre des objectifs. Mais si vous raisonnez en termes d'objectifs, en fait, ça finit par... et que vous n'avez que des objectifs, qui généralement sont plus ou moins imposés par le consensus général, vous finissez par résumer votre vie à une série de cases à cocher. Généralement, les cases à cocher, c'est faire des études, avoir un diplôme, ouvrir une boutique, se marier, faire 2 enfants, acheter une maison, prendre un chien... Voilà. Donc une fois que vous avez coché toutes les cases, généralement entre 40 et 50 ans, qu'est-ce qui peut rester si ce n'est le sentiment de ne plus savoir du tout dans quelle direction orienter sa vie ? Et il y a des personnes qui explosent, véritablement. C'est ce qu'on appelle la crise du milieu de la vie, vulgairement la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, mais qui est un véritable problème de société, où on voit des personnes qui, en fait, d'un coup, ils pensaient qu'une fois qu'ils auraient coché toutes les cases, ça serait le nirvana. Et en fait, ils se rendent compte que c'est la cata, et qu'ils sont complètement à côté de leur vie. Ou qu'on allait enfin leur foutre la paix. Et que, en fait, ni eux, ni personne leur fout la paix. Ouais, ça, c'était pour Fabrice. Donc, les valeurs, ça marche beaucoup mieux que les objectifs, parce que ça fonctionne comme des directions. Donc, si vous voulez, en fait, c'est toujours disponible. On peut toujours faire un pas dans la bonne direction. Parce qu'un objectif, on l'atteint ou on le rate, et certains objectifs, on ne pourra jamais les atteindre. Alors qu'une valeur, on peut toujours faire ne serait-ce qu'un petit pas en direction. Et quelle que soit notre condition, on peut toujours faire ne serait-ce qu'un petit pas dans la bonne direction. On dit par exemple, un objectif, c'est se marier, mais une valeur, c'est être aimant. Voilà. Alors, je peux cocher la case, je me suis marié ou pas. Je peux même me marier sans avoir jamais été aimant. Mais être aimant, c'est une valeur. C'est-à-dire que je pourrais toujours faire quelque chose de plus pour avancer dans la direction d'être un peu plus aimant. Vous comprenez ? Perdre 4 kilos, c'est un objectif. Mais manger sainement, c'est une valeur. Et je pourrais toujours faire quelque chose de plus pour avancer en direction de ma valeur. Donc les valeurs sont toujours à disposition et elles sont inépuisables. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est beaucoup plus puissant et c'est bien plus opérant de définir ce que sont nos valeurs plutôt que d'essayer de se fixer des objectifs sans se questionner sur ce qui les sous-tend. Voilà. Donc on va essayer d'amener les patients... Alors ça, c'est un des aspects aussi en psychothérapie. C'est quelque chose qu'on constate de façon très très prégnante, c'est que les personnes qui souffrent depuis longtemps sont totalement coupées de leurs valeurs. Et d'ailleurs, on a même tendance parfois à dire que la souffrance, ce sont les valeurs bafouées, et c'est un des aspects de la souffrance, en fait, c'est qu'elle nous déconnecte de ce qui est important pour nous. Et à un point où parfois les gens y sont depuis tellement longtemps qu'ils n'ont même plus aucune idée de ce qui est important pour eux. Donc on va les amener à réfléchir, à essayer de se pencher sur leur moteur interne, sur qu'est-ce qui donne du sens à leur vie. Alors,
il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus banale entre guillemets, c'est de de lister les grands domaines de la vie. Alors il y en a une dizaine, hein, c'est les sections de l'horoscope en mieux. Donc c'est famille, couple, rôle de parent, amitié, santé, travail, culture, spiritualité, citoyenneté, loisirs. Voilà. Spiritualité au sens très large, hein, donc ça peut être philosophique ou religieux. Donc on passe en revue chacun de ces domaines-là, et les questions qu'il faut se poser à chaque fois, c'est qui et quoi est important pour moi dans chaque domaine, et quelles sont les qualités que j'aimerais incarner. Voilà. Pour commencer à cerner notre propre système de valeurs. Et après, si vraiment les personnes ont beaucoup de mal, il y a des exercices, il y a tout un ensemble d'exercices qu'on peut proposer pour aider les personnes à identifier quelles sont leurs valeurs. Alors ça, c'est une des particularités que j'ai, et c'est quelque chose dont je discute beaucoup dans mon livre, c'est que moi, je n'ai jamais rien trouvé de plus puissant que l'évocation de notre mort et de notre finitude pour nous ramener massivement à ce qui est important pour nous. Et donc, j'utilise énormément l'évocation de la mort pour nous ramener à la vie. Et donc un exercice, pour vous donner un exemple, un exercice que je trouve extrêmement puissant, c'est un exercice qui consiste à vous représenter que la date de votre mort, ça soit demain, et que vous ne puissiez en parler à personne. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire des 24 heures qui vous restent ? Si vous essayez de rester un tout petit peu avec cette question-là, qu'est-ce que vous allez faire des 24 heures qui vous restent ? Moi, je peux vous dire, il n'y a jamais personne qui m'ait dit je vais m'occuper des comptes rendus en retard. Jamais. Bien évidemment, la première chose qui vient, c'est les personnes qu'on aime. Bien évidemment. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des comptes rendus en retard. Mais regardez comment on vit notre vie. Parfois, on rate d'instant en instant tout ce qui est important pour des histoires de comptes rendus en retard. Et alors après, la question qu'il faut se poser, c'est ok, c'est pas dans 24 heures, c'est dans une semaine. Qu'est-ce que vous allez faire de plus ? Et puis en fait, c'est pas dans une semaine, c'est dans un mois. Qu'est-ce que vous allez faire de plus ? Et puis on repousse l'échéance comme ça, à 1 an, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Puis on retombe sur une espérance de vie entendable, et ça a le mérite de faire émerger les valeurs par ordre de priorité, en fait, par ordre d'importance. C'est pour vous donner un exemple, mais il y a plein d'autres types d'exercices qui permettent comme ça de renouer et de recontacter le cœur de ce qui est important pour nous et de ce qui donne du sens à notre vie. Et alors une fois qu'on a... Alors moi je l'ai fait pour moi, et donc ça tient sur une page, je l'ai formalisé, c'est dans mon agenda, et donc après, si vous voulez, une fois qu'on a fait ça, la question qu'il faut se poser, c'est maintenant comment je vais pouvoir mettre mon énergie au service de ces valeurs, et à travers quelles actions, très concrètement, à travers quelles actions je vais pouvoir maintenant me rapprocher de ça. Et là, on commence à établir un guide d'action engagée. Et en fait, le but de la thérapie, c'est d'aboutir finalement à ça. C'est-à-dire d'arriver à faire autre chose que de chercher en permanence à échapper à ce qu'on ressent et d'être confortable, et de pouvoir enfin agir en direction de ce qui compte pour nous. Donc en fait, la thérapie n'a de sens que si elle se solde par des actions concrètes qui nous rapprochent de ce qui compte pour nous. Parce que si au final, les gens ne se mobilisent pas en direction de ce qui compte pour eux, c'est de la poésie. Mais c'est pas quelque chose dont ils se servent. Il y a un moment, il faut que ça se concrétise en termes d'action. Vous voyez bien que la méditation, et vous savez très bien que la méditation, c'est pas simplement s'asseoir et plus bouger et tout accepter. C'est d'abord observer, puis après répondre. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout antinomique avec l'action. Et là même, c'est même la finalité, c'est l'action. C'est l'action. Alors, ce qui est formidable avec l'action engagée, c'est-à-dire une action qui est en phase avec mes valeurs, c'est qu'elle est renforçante en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'agis en cohérence avec ce que j'estime être juste, beau et bon, ça me suffit. Ça me renforce. Et alors ça, il y a une étude, moi, que j'avais trouvée spectaculaire, qui est faite avec les tout-petits. C'est les petits entre 12 et 18 mois. Les tout-petits. Et en fait, c'est une tâche expérimentale où, en fait, ils sont en train de jouer dans une pièce et on fait passer un adulte dans la pièce qui a plein de bouquins et qui est en difficulté. Alors, soit qui fait tomber quelque chose, soit qui essaye d'ouvrir une porte et il n'y arrive pas. Et alors le petit, qu'est-ce qu'il fait ? Très naturel. Comment ? Il va l'aider. Très naturellement,
le petit, il arrête de jouer, il va ramasser pour donner à l'adulte ou il va essayer d'ouvrir la porte pour l'adulte. Voilà. Comportement altruiste, inné. Voilà. Et alors, les expérimentateurs, ils ont voulu renforcer ça. Donc, ils ont commencé à donner des bonbons pour féliciter les petits qui faisaient ça. Et alors, ils se sont rendus compte d'un truc très étonnant, c'est que les enfants à qui donner les bonbons manifestaient moins de comportements altruistes que les enfants à qui on donnait rien. Alors ça, moi qui suis comportementaliste, qu'un comportement qu'on renforce s'éteigne, mais c'est totalement incompréhensible. Incompréhensible. Et alors, en fait, ce que ça vient pointer, c'est que le renforçateur externe vient éteindre, vient miner le renforçateur interne. C'est comme si les enfants, finalement, après, étaient dans l'idée que s'ils manifestaient un comportement altruiste, c'était pour avoir un bonbon. Et finalement, c'est moins intéressant que de continuer à jouer. Alors que quand c'est pour servir quelque chose qui vient d'eux, qu'ils ressentent, à ce moment-là, c'est la motivation intrinsèque. À ce moment-là, ils le font. Ils le font, et ils ne le font pas pour avoir nécessairement un gain, mais simplement parce qu'ils sentent que c'est juste beau et bon de le faire. Et ça, et je ne connais pas d'autres thérapies qui pointent ça de façon aussi claire, c'est-à-dire la motivation intrinsèque, et ce qui bien évidemment entre en résonance aussi avec les pédagogies Montessori, dont on parle, etc. C'est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire à un moment d'où ça part. Et alors, ce qui est formidable, alors bien évidemment, si mon comportement part d'une motivation intrinsèque et qu'il porte, c'est super, c'est génial. Mais s'il ne porte pas, le simple fait que ça soit aligné, ça me suffit. C'est la légende du colibri, que vous connaissez tous, je pense. Hein, ce petit oiseau qui fait des allers-retours pour essayer d'éteindre un incendie, il est tout seul à le faire. Et à chaque fois, il va lâcher une goutte. Et puis il y a le tatou qui regarde ça, et puis ça l'énerve, quoi. Il dit, mais tu crois, toi, petit colibri, que tu vas éteindre l'incendie ? Et le colibri lui dit, non, je sais très bien, mais je fais ma part. Je fais ma part. Sous-entendu, même si ça ne porte pas, je le fais parce que pour moi, c'est juste beau et bon de le faire. Voilà. Voilà. Et ça aussi, ça permet aussi de pointer quelque chose que je trouve très intéressant. C'est la différence entre une décision et un choix. Parce que une décision, elle est logique. Une décision, elle est logique. Alors qu'un choix, il est psychologique. Une décision, c'est ce que vous allez mettre en œuvre quand vous achetez un lave-linge ou quand vous voulez faire un prêt à la banque. Hein, vous posez le truc, c'est logique. Argument pour, argument contre, voilà. Mais un choix, quelque chose d'important, l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, la personne avec laquelle vous allez vivre. Bien évidemment, ça va échapper à la logique, ça va être en phase aussi avec ce que vous portez en vous, avec vos valeurs. Si vous choisissez la personne avec qui vous voulez vivre, comme vous choisissez un lave-linge, vous allez vous tromper. C'est obligatoire. Parce que même si sur le papier, tout a l'air parfait, il y a quelque chose qui ne matche pas. Voilà, un choix, c'est psychologique. Un choix, c'est psychologique. Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut intégrer aussi, dans la façon dont on oriente nos vies, le fait qu'on a des choses qu'on porte en nous. Et s'en absenter, ce n'est pas du tout une bonne idée. Je vous remercie.